La vie quotidienne dans la yourte, c'était une vie complètement en lien très très étroit avec ce que Augustin Berg appellerait le milieu, hein, ou appelle le milieu. C'est-à-dire un rapport immédiat à toutes les formes de vie autour de la yourte et globalement des yourtes dans le pâturage. Il faut se représenter ça comme des sortes, les yourtes dans un pâturage comme des lieux d'humains entre ciel et terre, vraiment complètement entre ciel et terre, dans une représentation et surtout un vécu quotidien très très imprégné de cette ontologie, hein, qui est que l'humain doit en permanence essayer de se trouver un moyen d'être en équilibre entre ciel et terre et d'être surtout en équilibre dans ses négociations et ses rapports et ses communications avec les différentes figures d'invisibles qui habitent tous les mondes qui entourent le monde des humains, les mondes superposés des Tengri et les mondes souterrains qui sont même chacun habités de différentes figures bénéfiques ou maléfiques. D'ailleurs, c'est pas une vision tout est bénéfique en haut et maléfique en dessous, pas du tout. Dans la yourte, les deux voies d'accès sur ces mondes, c'est d'une part pour les mondes d'en haut, la roue sommitale, le chandrak, et d'autre part pour les mondes d'en bas, le seuil de la porte. Et donc de lieux qui se retrouvent évidemment chargés de toute une série d'interdits, mais aussi de toute une série de rites qui leur sont spécifiquement consacrés. Mais à partir de là, la vie quotidienne, c'est d'abord vivre avec les serpents. Moi, je suis arrivée, encore une fois, très naïvement dans ces pâturages de haute montagne en Asie centrale, donc haute montagne au-dessus de 3000, disons, euh, en pensant comme une petite franco-suisse que je suis, ok, dans nos Alpes au-dessus de 2000, on ne trouve plus grand-chose. Là-bas, il n'y aura pas vraiment de problème. Donc, je n'étais même pas inquiète pour mes propres enfants, qui étaient tout petits à l'époque. Ma fille avait 3 ans et mon fils 6 ans quand je les ai amenés la première fois dans les yourtes. Et il s'est avéré que les pâturages grouillaient de serpents, de toutes les tailles, de toutes les sortes, dangereux, pas dangereux. Et donc, du coup, j'ai dû d'abord m'habituer au fait que je devais totalement lâcher prise sur l'idée de danger potentiel pour mes enfants qui couraient pieds nus avec les autres enfants kazakhs dans des hautes herbes où il y avait des serpents partout. De temps en temps, j'entendais mon fils qui m'appelait « Maman, Hélène a un serpent roulé autour de la jambe, il faudrait faire quelque chose ». Donc tout ça, ça fait vraiment partie de la vie quotidienne des gens localement. Mais bien sûr, une présence très très forte des loups qui s'organisent extrêmement bien et qui viennent prendre leur part de nourriture dans les troupeaux, mais parfois, certaines nuits de brouillard et sans lune, c'est une vingtaine de têtes de bétail qui disparaissent, hein. Donc c'est quand même très compliqué, il faut s'organiser, donc on sortait en pleine nuit, tirer au fusil pour les chasser, donc tirer en l'air à chaque fois, enfin pour les empêcher de s'approcher trop. Et les loups sont très futés, très rusés, et ils envoient un éclaireur qui attire tous les chiens de berger derrière lui, et les autres se jettent sur le troupeau. En gros, c'est un peu ça. Et le scénario se répète de nuit en nuit, aussi bien dans les montagnes que dans les steppes d'ailleurs. Et donc, c'est un travail à temps plein déjà de protéger son troupeau essentiellement de moutons, de chèvres, mais il y a aussi bien sûr des chevaux, quelques chameaux, des chameaux de Bactriane, hein,
ces petits chameaux très, très résistants, et puis quelques têtes de bétail, plutôt des bovins, mais dans les pâturages où moi je me suis trouvée et dans le kolkhoz où je travaillais, en fait, très très peu de bovins. Et puis les ours qui sont extrêmement présents aussi dans ces montagnes, et donc un environnement quand même assez rude. Et enfin, toute une série d'autres figures animalières, telles que bien sûr le cerf, le blaireau, donc des animaux qu'on chasse plus ou moins, chasse auxquelles, en tant que femme, je n'ai jamais été associée. C'est-à-dire que j'ai bien essayé de demander un jour à participer à une chasse au grand cerf, mais ça, c'était totalement exclu. C'est-à-dire qu'ils voulaient bien me parler de l'avant et de l'après, un peu, mais pas m'entraîner avec eux dans ce domaine vraiment réservé aux hommes, du côté de la chasse. Donc je voyais bien circuler après des bois de cerf qui étaient râpés pour mettre dans certains types de préparations médicamenteuses ou dans des onguents qu'on mettait sur les articulations, ce genre de choses, mais pas plus que ça. Et on me parlait de ces préparations parce que très vite j'ai été considérée comme une figure de soignant potentiel, puisque j'étais arrivée dans ces pâturages en devant prendre soin de ce berger qui s'était cassé la jambe, et qu'à la suite de ce premier événement un peu dramatique quand même, j'étais devenue une sorte de figure qui pouvait potentiellement s'occuper de tous les maux des personnes présentes. Et donc, déjà mise dans une position, et là j'avoue que ma première formation de kiné et d'ostéo m'a énormément servi, dans une position où j'avais à résoudre à peu près tous les maux quotidiens, un mot de dent, quelqu'un attrapait une otite et débarquait chez moi, enfin, dans ma yourte, enfin systématiquement, je n'avais pas une consultation en tant que telle, mais quand même, il est arrivé à un moment donné dans les pâturages de printemps dans les steppes que des chauffeurs de kolkhoz fassent 150-200 km de détour pour venir se faire soigner dans la yourte, parce que le tam-tam des steppes avait fonctionné en disant voilà, Anna est de retour, hop, tout le monde convergeait là pour se faire traiter, qui des maux de dos, qui des problèmes de genoux, ou que sais-je encore, hein. Et donc j'ai beaucoup pratiqué finalement de la kiné et de l'ostéo dans les yourtes, ce qui finalement faisait parfaitement sens localement dans une posture de Barksi justement, c'est-à-dire de chaman soufi, enfin de ce chamanisme islamisé qu'on rencontre sur place, et donc dans une pré-posture de ce type-là, ce qui fait que j'ai pas du tout été étonnée le jour où un berger est arrivé en disant Anna, tu sais, j'ai entendu dire qu'il y avait un Barksi dans tel village, dans tel endroit, est-ce que ça t'intéresserait de le rencontrer? Et à partir de là, mes terrains se sont ouverts sur toute autre chose que la vie quotidienne de la yourte, ce rapport très étroit à une nature montagnarde ou une nature des steppes, et donc une nature, et ce qu'on appelle aussi communément dans le jargon de notre discipline, une surnature, c'est-à-dire que les mondes ne sont pas découpés. On vit quotidiennement avec des humains, des animaux, différentes figures d'existants et un nombre incalculable de figures d'invisibles. Et tout est profondément lié, c'est-à-dire que les gestes posés au quotidien, les discussions qui ont lieu quotidiennement sont toutes empreintes de ces autres présences. Et donc on ne s'adresse pas n'importe comment à l'autre dans l'entre-soi, même dans l'entre-soi, même à l'intérieur de la yourte. Bien sûr, il y a des soupapes de sécurité, de l'humour, des relations à plaisanterie, que sais-je encore. Mais malgré tout,
systématiquement, tout est toujours vécu, interprété, pensé et construit autour d'un sens qui est celui de la préservation des équilibres entre les mondes et des liens de communication à entretenir avec les figures d'invisibles. Ce qui fait que mes travaux se sont bien évidemment orientés dans cette direction, puisque j'ai toujours travaillé avec ce qu'on m'offrait localement comme construction de sens et mode de pensée, mode de faire. Et donc j'ai adopté systématiquement non seulement une posture inductive, mais le fait d'accepter pleinement les conditions de vérité de l'autre. C'est-à-dire de me mettre dans une situation qui est celle de j'écoute et je participe totalement avec mon corps et mes réflexions à ce qui se joue localement pour les personnes. Il ne s'agit pas de faire semblant ou de se retrancher derrière des logiques d'un côté la réalité, de l'autre la croyance. Pas du tout. Pour moi, il s'agit vraiment de prendre au sérieux ce que les gens sont en train de vivre, de me dire, et d'essayer de respecter profondément ce type de sérieux. Je ne prétends aucunement là à une panacée, simplement je me suis trouvée dans ce type de situation sur mes différents terrains. Alors bien sûr, peut-être on pourrait me reprocher de les avoir induites. J'ai pas trop la sensation d'avoir fait ça, mais on a toujours du mal à être réflexif quand on est sur le terrain et à voir ce qu'on est en train de fabriquer. Certainement que nous sommes tous téléguidés par nos histoires familiales, individuelles, sociales, nos logiques culturelles, bien évidemment. Mais j'ai toujours essayé, le plus honnêtement possible, peut-être parfois j'y suis pas arrivée, mais de me mettre, d'accepter le rôle, la position, la place que les gens me donnaient pour pouvoir entrer dans leur univers de sens, que ce soit une manière pour moi de comprendre ce qui était en train de se jouer et donc d'apparaître pour eux là où c'était possible pour eux de me mettre. Donc j'ai accepté d'être la sœur cadette d'Otonche dans sa yourte, parce que très vite je me suis rendu compte que c'était très inconfortable pour eux quand je suis retournée dans mes terrains, lors de mes terrains suivants mon premier terrain où là j'étais en famille. Après j'ai travaillé beaucoup seule et donc j'allais seule dans leur yourte et pour eux accueillir longuement une étrangère à la famille, ça n'entrait pas du tout dans la logique locale. Et en plus, un homme qui se retrouvait seul avec deux femmes, c'était particulièrement dérangeant pour les autres yourtes, les autres habitants des autres yourtes. Et donc face à la communauté de bergers, il fallait absolument qu'ils me donnent une position. Et donc je suis devenue la sœur cadette d'Otonche et j'appelais d'ailleurs par un terme générique qui est Jengeshe, c'est-à-dire ma belle-sœur aînée, celle qui est la plus respectée et à qui je dois obéissance. J'appelais Nour Jamal comme ça. C'était une sorte de jeu linguistique, mais pas seulement de manière très claire. Chacun se comportait comme ça et donc je me comportais comme telle aussi. Ce qui m'a permis un certain nombre de fois finalement de me tirer de quelques mauvais pas, si je puis dire. C'est-à-dire que les fois où j'ai dû aller avec des chauffeurs de kolkhoz en camion pour qu'ils me déposent loin dans les steppes, dans la yourte d'Otonche et de Nour Jamal, et que parfois le chauffeur était un peu trop entreprenant, je pouvais lui dire je ne crois pas que ce genre de posture ou de discours plairait à mon frère aîné. Et là, c'était immédiat. Je veux dire, j'avais vraiment la paix. J'ai même un jour utilisé ce type d'argument avec un chauffeur de taxi en rentrant des steppes, en arrivant en ville. Et j'arrive à la gare de bus et puis je dois prendre un taxi pour me rendre là où je devais aller. Et le chauffeur de taxi, non seulement commence à être très entreprenant, mais me demande vraiment de payer énormément.
version « Ah tiens, une étrangère, je vais pouvoir me faire beaucoup d'argent ». Et j'ai commencé à lui expliquer en kazakh que j'étais très surprise de son attitude en tant que kazakh parce que mon frère aîné ne m'avait jamais raconté ce type de choses sur sa société. Et le gars était tellement gêné qu'il m'a déposé gratuitement là où je devais aller, ce qui était quand même aussi la preuve que donc ce type de position qui m'a été offerte était quand même... encore une fois, d'une générosité et d'un confort incroyable, parce que ça m'a permis à plusieurs reprises de trouver un chemin relativement facile dans différents groupes sociaux dans cette société. Pour en revenir à cette logique d'acceptation, je suis allée jusqu'à accepter en effet, et là ça ouvre tout un autre pan de mes recherches, une position qui apparaissait finalement pour l'ensemble de la communauté avec laquelle j'avais vécu toute une série d'aventures et surtout d'aventures quotidiennes. Une position qui pour eux était certainement claire depuis longtemps et pas très claire pour moi, qui était celle de devenir petit à petit un Barksi de leur société. C'est-à-dire que lorsque j'ai rencontré pour la première fois Kuat, ce chaman soufi local, je prends des catégories où je raccourcis beaucoup pour parler de ça, mais sinon il faudrait des heures d'interview et ce n'est pas tellement le but du jeu ici. Et donc quand j'ai rencontré Kuat, et je raconte ça à la fois dans l'intelligence des invisibles, et j'en avais déjà un peu parlé dans d'autres articles et aussi un peu quand même dans la yourte déjà, il était absolument évident pour tout le monde que je devienne finalement une de ces initiées. Ça l'a été moins immédiatement pour moi, j'ai mis du temps à comprendre ce qui était en train de m'arriver en fait. Il m'a presque instantanément proposé de m'enseigner, de m'initier, et en reconnaissant en moi à la fois, bien sûr, cette capacité élémentaire à soigner, qui me venait de mon premier métier, mais aussi le fait que dans la logique locale, depuis très longtemps, mes ancêtres me parlaient et que je ne voulais pas les entendre. Et ça, c'est tout un pan qui est toute une partie de ma vie depuis mon enfance où j'ai toujours eu des sensations, des perceptions peut-être un peu plus aiguës que d'autres, où je me suis retrouvée un certain nombre de fois, déjà enfant, dans des situations où je pressentais. Et en tant qu'enfant, j'avais beaucoup de mal à mettre des mots sur ça. C'était même carrément tout à fait hors de mon champ de conscience. Mais je me souviens, par exemple, d'amis de mon père qui arrivent un soir à la maison et l'un d'entre eux avait disparu en montagne, parce que c'était l'époque où quand même encore... à la fois mon père faisait encore beaucoup de montagnes et tout notre entourage faisait beaucoup de montagnes, d'alpinisme, mais aussi de marche dans le Jura et autres. Et je me souviens vraiment de cette carte étendue où ils étaient en train d'organiser une battue en disant « Ok, toi, tu vas dans telle direction, toi là ». Et donc on cherchait un de leurs amis qui n'était pas revenu et qui était parti seul. Et je me rappelle de faire ce geste et de dire « il est là » en mettant mon doigt sur un lieu où ils l'ont effectivement trouvé. Et donc, tout ça est revenu en moi et pour moi au moment de ma rencontre avec Kuat, où tout à coup, tous ces pressentiments, ces sensations un peu étranges que je ne comprenais pas et que je ne contrôlais pas du tout, étaient reconnus dans cette société-là et dans ce milieu particulier-là, au Kazakhstan, comme étant une évidence.
Donc encore une fois, d'une certaine manière, un confort incroyable sur ce terrain du chamanisme où j'avais pas à justifier de quoi que ce soit de ce qui pouvait être une part de moi complètement occultée dans ma société d'origine. Je ne devais pas l'expliquer, voilà, c'était relativement confortable, vraiment, pour dire un peu la même chose autrement. Et donc à partir de ce moment-là, à partir de mon acceptation d'une expérience m'est proposée, on me met dans cette position, et d'accord, j'accepte de vivre cette expérience. Tout à coup, toute une série de portes se sont ouvertes. Une fois encore, je veux redire que je ne prétends pas que c'est comme ça qu'il faut faire du terrain. Hein, et j'enseigne même pas du tout ça à mes étudiants. Je prétends pas du tout ça. Je dis simplement, c'est comme ça que moi, je l'ai fait, parce que j'ai suivi le cours du fleuve sur lequel je m'étais embarquée, et que ça a toujours été un peu, finalement, ma philosophie de vie, si tant est que j'ai une philosophie de vie, mais en tout cas, je n'ai jamais voulu forcer les portes qui se fermaient devant moi, et celles qui s'ouvraient, j'ai accepté de les traverser par curiosité sans doute, hein, par attraction et curiosité. J'ai accepté de les traverser pour aller voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Et c'est comme ça que peu à peu, j'ai été amenée à la fois à tenir une position de Barxy vraiment dans ce groupe de bergers en train de se sédentariser au Kazakhstan. Et donc tout le monde, non seulement venait encore pour se faire traiter d'une manière vraiment mécanique, de kiné et d'ostéo, mais d'autres sont peu à peu venus aussi quand j'arrivais chez Otanche Nurjamal pour d'autres raisons. Parce que certains avaient des problèmes de tout type dans leur famille, parce que d'autres avaient disparu, parce que surtout il s'agissait d'amener les nouveau-nés pour que je puisse cracher 3 fois dessus et les amener peu à peu à l'humanité. Donc j'ai été amenée à toute une série de pratiques et surtout dans une perspective de non pas de jouer au faux Barxy, mais de m'inscrire dans une construction de sens très cohérente localement. Je n'ai pas du tout prétendu tenir cette position de Barxy en revenant ici en Belgique et tout à coup en changeant la plaque devant mon cabinet avec kiné, ostéo, Barxy ou gourou local. Pas du tout, hein. Je n'ai jamais joué sur cette carte-là. J'ai été parfois contactée par des personnes ici par la suite parce qu'elles m'avaient repérée à l'université ou dans mes écrits comme ayant pratiqué et étant potentiellement un chaman, mais dans des imaginaires qui sont des imaginaires occidentaux sur le chamanisme auxquels je ne voulais pas du tout participer en fait. Donc j'ai essayé de continuer à maintenir ici une identité qui faisait sens localement, qui était celle d'ostéo qui avait différents types de pratiques, sans dire exactement ce que j'étais forcément en train de faire. Du moment que les gens se sentaient mieux et que leurs problèmes étaient résolus, c'était pour moi le but à atteindre. Mais donc, du coup, j'ai été amenée à occuper une position d'entre-deux, entre deux sociétés, entre deux familles, entre deux types de pratiques, vraiment, et qui est encore une fois, je le pense, une position extrêmement confortable. J'aime bien l'entre-deux. Il me semble que c'est notre posture en tant qu'ethnographe d'être en permanence dans des entre-deux ou des entre-multiples. Et que c'est à partir de cette posture-là, dans les carrefours, à la croisée des chemins, que nous pouvons petit à petit accumuler des expériences et surtout mettre en vis-à-vis des univers de sens qui vont peu à peu s'éclairer l'un l'autre, hein, dans des logiques comparatives qui sont
pour moi des logiques comparatives très vastes, où on peut passer d'une comparaison d'une société qui n'a rien à voir avec une autre société, simplement parce que précisément on tient une posture à la croisée des chemins qui permet un panorama très très vaste. Donc j'avoue que oui, j'aime l'entre-deux et j'aime le contretemps. Je voudrais pas que ça paraisse trop pédant hein, de dire ça, c'est pas du tout je veux me singulariser, pas du tout. C'est simplement parce que, encore une fois, à partir de la logique de terrain inductive et ethnographique, je me suis rendu compte que finalement, si je tenais cette posture de l'entre-deux et que je la couplais au contretemps, alors j'avais finalement des portes qui s'ouvraient les unes après les autres pour pouvoir peu à peu donner, faire comprendre et donner à comprendre ce que moi-même j'avais vaguement tenté de comprendre sur les différents terrains où je me trouve. Voilà.